Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans le testament, on pourrait dire, d'un véritable géant. Oui, le dernier livre de Stephen Hawking. Exactement, brève réponse aux grandes questions. Et c'est bien plus qu'un simple livre de science, non? Ah oui, c'est une sorte de d'héritage intellectuel. Le livre a été complété après sa mort par sa famille, ses collègues. C'est très personnel. Et c'est ça qui est touchant. On a ses derniers essais, des interviews, mais aussi des anecdotes. On découvre vraiment l'homme. Tout à fait. Et c'est un peu notre objectif aujourd'hui. On va bien sûr parler de ses réponses aux grandes questions, hein, Dieu, les extraterrestres, Les classiques. voilà. Mais on va surtout essayer de sentir qui était l'homme derrière l'icône. Cet esprit brillant, son humour, sa force. L'esprit qui voyageait dans l'univers tout en étant cloué à son fauteuil. C'est exactement ça. Et pour commencer sur l'homme, justement, il y a une anecdote incroyable dans la préface. Elle est racontée par l'acteur Eddie Redmayne, Ah oui, celui qu'il a incarné au cinéma. lui-même. Il raconte sa toute première rencontre avec Hawking. Il est mort de trac, complètement terrifié. On peut l'imaginer. Il sait pas quoi dire. Et dans un moment de pure panique, il se met à lui parler de quoi? D'astrologie. Non, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Si, si. Il lui dit: on est tous les deux Capricorne. Oh la gaffe. Et la réponse de Hawking? Instantané. Tapé sur son ordinateur. Cinglante. Je suis astronome, pas astrologue. Ah voilà, ça c'est tout lui. C'est cette rigueur absolue, cet humour un peu caustique. C'est ça. Et Redmayne dit un truc très juste. Il dit que pour le comprendre, il pensait à Einstein tirant la langue. Ou même au Joker dans un jeu de cartes. Le Joker, c'est intéressant ça. Bing. Pour sa capacité à tenir une audience dans le creux de sa main. Ah oui, d'accord. Le côté showman. Il avait un esprit espiègle, c'est vrai. Il aimait jouer avec son public. Et il jouait aussi avec sa propre histoire. Il raconte sa jeunesse, il s'amuse d'être né pile 300 ans après la mort de Galilée. Mhm. Et il avoue sans problème qu'il était un élève moyen. Ce qui est fou. Mais ses amis l'appelaient déjà Einstein, non? Oui, ils avaient vu quelque chose. Il y en a même un qui avait parié un paquet de bonbons qu'il n'arriverait jamais à rien. J'espère qu'il a payé sa dette. Il a dû, oui, mais bon, derrière cette légèreté arrive le drame, le diagnostic à 21 ans. La SLA, sclérose latérale amyotrophique. Et les médecins lui donnent 2 ans à vivre. C'est l'effondrement. Et pourtant, c'est de là que tout part. Hmm. Il a écrit cette phrase, qui est juste fondamentale. Après que mes attentes furent réduites à 0, chaque nouveau jour devint un bonus. C'est une perspective tellement radicale. Voir chaque jour comme un cadeau. Complètement. Et c'est ça, plus sa rencontre avec Jane, sa future femme, qui lui a donné une raison de se battre. Ça a tout changé. Il s'est jeté dans son doctorat comme s'il n'avait plus une minute à perdre. C'est comme si la mort lui avait donné l'urgence de vivre et de comprendre. C'est le carburant de son génie, cette philosophie du bonus. Et ce carburant a allumé un feu dans sa carrière scientifique. Il a bousculé tout le monde alors qu'il était encore très jeune. Ah oui, très jeune. Kip Thorne, qui a eu le prix Nobel depuis, raconte leur première rencontre en 1965. Hawking est encore étudiant Et et il est abasourdi. Le jeune Hawking lui démontre tranquillement que l'univers a dû avoir un commencement, un début dans le temps. une idée qui n'allait pas de soi à l'époque, hein. Pas du tout. C'était radical. La plupart des physiciens préféraient un univers éternel, ça posait moins de problèmes philosophiques. Moins de questions gênantes. Exactement. Mais Hawking et Roger Penrose, ils ont prouvé mathématiquement que notre univers a dû naître d'une singularité. En point minuscule, infiniment dense et chaud. C'est ça. Et ils ont aussi montré que le cœur de chaque trou noir est une autre singularité, un endroit où le temps s'arrête. C'est la base de tout son travail. Et il y a une autre histoire qui montre bien comment son esprit fonctionnait, c'est celle du voyage à Moscou en 73. Ah oui, l'anecdote avec Zeldovitch et Starobinsky, 2 grands physiciens soviétiques. C'est ça. Ils sont dans sa chambre d'hôtel et il lui explique leur découverte. Une idée déjà folle. Un trou noir qui tourne sur lui-même pourrait émettre des particules, et donc, en quelque sorte, s'évaporer. La plupart des gens auraient juste trouvé ça fascinant. Lui, non. Non, l'idée a fait son chemin dans sa tête, et quelques mois plus tard, un soir, en se mettant au lit, Un moment du quotidien en plus. oui, et c'est là que l'illumination arrive, le fameux Eureka. Il comprend que même un trou noir qui ne tourne pas peut émettre des particules. Attends, donc un trou noir qui, par définition, absorbe tout, Peut rayonner il peut émettre de la chaleur, de la lumière. comme un corps chaud, exactement. C'est la découverte du rayonnement de Hawking. L'idée qu'un trou noir n'est pas complètement noir a été un séisme. C'est tellement énorme que la formule de ce rayonnement est gravée sur sa tombe. Oui, à l'abbaye de Westminster.
juste entre Isaac Newton et Charles Darwin. Ça vous situe l'importance de la chose. Et d'une découverte comme ça, on arrive forcément aux questions les plus existentielles. C'est le cœur du livre. La première, la plus grande, existe-t-il un Dieu? Et il l'aborde en physicien, pas en philosophe. Son but n'est pas de prouver que Dieu existe ou n'existe pas. C'est de savoir si on a besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Voilà. Il part du principe que les lois de la nature sont fixes. On peut les appeler Dieu si on veut, à la manière d'Einstein, mais ce n'est pas un être personnel. La question est-ce que ces lois suffisent? Et pour y répondre, il utilise une analogie que je trouve géniale, celle du livre de cuisine cosmique. Mhm. Pour faire un univers, il faut 3 ingrédients: matière, énergie et espace. Mais grâce à I égale mc², La matière et l'énergie, c'est la même chose. Donc il ne reste plus que l'énergie et l'espace. et c'est là que ça devient un peu déroutant. Oui, parce que le secret pour lui, c'est l'énergie négative. Alors là, il faut qu'on explique. L'énergie négative, c'est quoi exactement? C'est difficile à imaginer. C'est vrai, mais il donne une image très simple. Imaginez, vous avez un sol plat, et vous creusez un trou. D'accord. En creusant, vous créez un tas de terre à côté. Ce tas de terre, c'est la matière, l'énergie positive. Ok, je suis. Mais pour faire ce tas, vous avez forcément créé un trou, une absence de terre. Ça, c'est l'énergie négative. Ah, d'accord. Et à la fin, le tas de terre peut combler le trou, et on revient à zéro. Le sol est de nouveau plat. Exactement. Le bilan total est nul. Pour Hawking, l'univers, c'est pareil. Pour toute l'énergie positive créée au Big Bang, une quantité égale d'énergie négative a été créée dans l'espace. Donc le bilan énergétique total de l'univers est 0. Précisément. Et ça mène à sa conclusion, qui est aussi simple que provocatrice. L'univers est le déjeuner gratuit ultime. Pas besoin de créateur pour payer l'addition, en quelque sorte. Voilà. Si ça ne coûte rien en énergie, l'univers a pu apparaître. Spontanément. D'accord, le bilan est nul, je comprends. Mais il faut quand même une étincelle au départ, non? Qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang? Comment ça jaillit de rien? C'est là qu'intervient la mécanique quantique. À l'échelle subatomique, le rien n'existe pas vraiment. Le vide n'est pas vide, il est rempli de particules qui apparaissent et disparaissent. Des fluctuations quantiques. Exactement. Et Hawking dit que l'univers, quand il était plus petit qu'un proton, a pu faire la même chose, apparaître à partir d'une de ces fluctuations. Ok, le raisonnement se tient. Mais il reste une dernière question. La question du avant. La fameuse question. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Et pour lui, c'est son argument final. Cette question n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le temps lui-même a commencé au Big Bang. Il n'y a pas d'avant le temps. Il n'y avait donc pas de moment pour qu'un créateur existe et agisse. Il donne une analogie pour ça, je crois. Oui, une analogie parfaite. C'est comme demander qu'est-ce qui se trouve au sud du pôle sud. Bah, rien. La question n'a pas de sens. Le concept de sud s'arrête au pôle. C'est ça. Pour Hawking, c'est pareil avec le temps et le Big Bang. Sa conclusion est donc logique et implacable. Pas de temps avant, donc pas de possibilité pour un créateur. D'une question sur nos origines, on passe à notre place dans l'univers. Une autre grande question. Nous sommes-nous seuls? Le paradoxe de Fermi, oui. Il part d'un constat. La vie sur Terre est apparue très très vite. 500 millions d'années après la stabilisation de la planète, c'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Ce qui pourrait vouloir dire que la vie apparaît assez facilement quand les conditions sont là? Ça pourrait. Et quand on sait qu'il y a des milliards de planètes potentiellement habitables, rien que dans notre galaxie, la question devient « où sont-ils tous ?» Pourquoi ce grand silence? Et alors, quelles sont ces hypothèses pour expliquer ce silence? C'est un événement tellement rare, un coup de chance cosmique. L'hypothèse un peu solitaire? Voilà. La deuxième, c'est que la vie simple, les microbes, ça c'est courant. Mais l'intelligence, c'est ça le vrai goulot d'étranglement. Ça n'arrive presque jamais. La troisième, par contre, est beaucoup plus sombre. Oui, c'est la plus glaçante. C'est l'idée que les civilisations intelligentes apparaissent, mais qu'elles finissent presque toujours par s'autodétruire. Guerre nucléaire, virus, changement climatique. Toutes ces choses. C'est l'idée que l'intelligence serait une sorte de piège évolutif. Oula, ça fait froid dans le dos. Ça nous renvoie à nos propres problèmes en fait. C'est un avertissement. Absolument. C'est la conclusion la plus pessimiste, qui suggère que le silence qu'on entend est celui d'un cimetière cosmique. Et la dernière option? La quatrième, c'est qu'il y a bien d'autres civilisations, mais qu'on a été ignorées. On est peut-être dans une sorte de zoo galactique, ou juste trop primitif pour qu'on nous contacte.
Et du coup, il était pour ou contre le fait de chercher activement à les contacter, d'envoyer des messages? Alors là, il était très prudent. Il soutenait les projets d'écoute comme Breakthrough Lesson. Savoir si on est seul, c'est crucial. Mais Mais il était fermement opposé à l'idée d'émettre des messages, de crier notre présence dans le cosmos. pourquoi? C'est trop risqué. Pour lui, oui. Il disait, rencontrer une civilisation plus avancée pourrait être un peu comme la rencontre des habitants originels d'Amérique avec Christophe Colomb. Ah oui! Et il ajoutait, Et je ne pense pas qu'ils en soient sortis gagnants. voilà. Donc son conseil, c'était, écoutons, mais restons discrets pour l'instant. Au final, ce livre nous rappelle que Stephen Hawking, c'était bien plus qu'un cerveau dans un bocal. C'était un être humain d'une résilience folle, avec un humour incroyable. Tout à fait. Et son héritage, ce n'est pas seulement ses découvertes scientifiques, aussi fondamentales soient-elles, c'est aussi les questions qu'il nous a appris à poser. Et ce courage, cette leçon de vie face à l'adversité, c'est inoubliable. On va peut-être finir sur une de ses citations qui résume tout son message d'espoir. Avec plaisir. Il a écrit « Nous sommes tous des voyageurs temporels, voyageant ensemble vers le futur. Mais travaillons ensemble pour faire de ce futur un endroit que nous avons envie de visiter. Soyez courageux, soyez curieux, soyez déterminés. Surmontez les obstacles. C'est possible. »